Hello les curieux de l'IA et bienvenue dans AI My Job. Je suis Barbara Meyer, tout juste revenue de la Silicon Valley où j'ai passé 10 ans à fédérer et optimiser les talents pour des startups en forte croissance. Chaque semaine, je reçois dans ce podcast des invités qui vivent l'IA de l'intérieur pour la décrypter sous l'angle humain et comprendre concrètement comment elle façonne nos métiers et nos expertises. Ma conviction, la technologie avance plus vite que la plupart de nos compétences, alors sans perdre plus de temps, AI My Job, c'est parti! Ça va vite, ça va vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Gonricourt. Alors, Guillaume, fun fact, mais tu es le frère de Caroline Jensen que j'ai reçu il y a pas très longtemps sur les sujets RH et qui est un des podcasts les plus écoutés jusqu'à maintenant. Alors, du coup, il va falloir que tu fasses mieux. Je te mets un peu la pression. Si je vous reçois séparément, c'est que je dois m'assurer que votre décision a bien été prise librement, sans que l'un de vous ne fasse pression sur l'autre. Alors toi, du coup, t'es pas du tout dans les RH, t'es chercheur scientifique à Imadis, donc tu vas nous expliquer ce que c'est. Donc, tu es un radiologue spécialiste en imagerie pédiatrique et de la grossesse. Tu as fait tes internats entre Lyon et Marseille, tu es parti à Montréal. Tu as fait une thèse de sciences en éthique. Alors, éthique et IA, évidemment, c'est un sujet, c'est une question, tu peux commencer à réfléchir, c'est une question que je vais te poser, évidemment. Et tu restes un chercheur associé au laboratoire de l'hôpital Necker. Donc, bienvenue dans cet épisode de la saison AI et santé de AI My Job. Aujourd'hui, on va parler d'un métier clé de la médecine moderne, la radiologie. Et surtout, on va parler comment l'intelligence artificielle est en train de transformer cette spécialité, d'ailleurs, qui est souvent citée comme l'une des premières impactées par l'IA. Et c'est pour ça que je suis ravie de t'avoir. Salut Guillaume. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Et puis, effectivement, j'ai la pression avec ma sœur, comme d'habitude. Ah oui, il y a la notion de fratrie. Ouais. Vous êtes le frère de Jacquard? Je commence toujours par une question que tu peux choisir. J'essaie de faire plus court, mais c'est soit une intelligence artificielle qui l'a préparée pour toi en regardant ton profil, soit c'est moi. Eh ben, une IA, très bien. Alors, l'IA peut-elle réduire les inégalités d'accès au diagnostic? Waouh, ça commence. Ouais, ça commence fort. Ça commence fort, ouais. Je pense qu'il faut lever un malentendu sur l'IA, notamment en radiologie. Ça fait à peu près 10 ans qu'on nous annonce, c'était Geoffrey Winton à l'époque, il y a 10 ans, qui avait dit qu'on allait disparaître et qu'il ne fallait plus former de radiologues aujourd'hui, il y a 10 ans. On forme toujours beaucoup de radiologues, on a bien raison, on a beaucoup de boulot et on en a encore pour beaucoup de temps à avoir du boulot, pour un simple principe qui est que l'IA est un outil aujourd'hui d'identification de choses en imagerie, mais pas un outil de diagnostic au sens où l'interprétation diagnostique est un acte beaucoup plus complexe que la simple identification de lésion. Première chose, il faut voir une lésion, puis il faut dire ensuite si elle explique les symptômes du patient, si elle rentre dans son histoire, etc. Et puis deuxième chose, il faut, à la fin d'un compte-rendu médical, quel qu'il soit, et radiologique en particulier, il faut la signature d'un médecin qui prend la responsabilité de ce diagnostic. Et ça, bien évidemment, les boîtes d'IA ne veulent pas le faire, puisque si une boîte d'IA, entre guillemets, rate un diagnostic, et il y en a qu'elle rate, comme les médecins, et qu'elle endorse la responsabilité, au bout de 2-3 aux États-Unis, la boîte, elle peut fermer boutique. Donc, il faut un médecin pour prendre la responsabilité, et ça, c'est notre job. Réduire l'inégalité, pourquoi pas, au sens où peut-être faciliter certains flux de travail. Mais je pense que ce qui réduira toujours l'inégalité aujourd'hui, pour l'instant et pour encore pas mal d'années, c'est surtout qu'il y ait plus de médecins. Alors, tu disais, on n'est pas prêt de disparaître. Tu me disais juste avant de démarrer que tu étais de garde cette nuit. Donc, en plus, vous, en tant que radiologue, vous faites des gardes. Est-ce que tu dirais que c'est un métier qui attire encore les jeunes? Ouais, on avait fait une enquête il y a quelques années, puisqu'on s'était rendu compte qu'il y avait
une petite chute du classement de la radiologie dans le choix des internes. Et probablement que c'était dû à cette atmosphère un petit peu de suspicion en disant: «Oh là là», on entendait tout un tas d'experts, je mets des gros guillemets, hein, d'experts d'IA en santé, autoproclamés pour la plupart, dire qu'il fallait arrêter la radiologie. Et en fait, effectivement, il y avait un petit peu un sentiment d'appréhension. Toutes les instances, en particulier le Collège des enseignants de radiologie français et la Société française de radiologie, ont beaucoup travaillé pour, mettre de l'IA plus dans la formation et rassurer les jeunes. Et aujourd'hui, la radiologie est redevenue une spécialité parmi les plus attractives, malgré, je dirais au contraire, grâce peut-être aussi à l'essor de l'IA, et une spécialité qui doit vraiment, embrasser ce champ presque comme aucune autre. Et du coup, tu parlais de responsabilité. Est-ce qu'on peut faire confiance à un algorithme pour poser un diagnostic en imagerie? Est-ce que tu penses que du coup, c'est la complémentarité radiologue humain AI qui va faire que votre métier va trouver finalement va augmenter ses résultats? C'est exactement ça. On parle de radiologue augmenté par l'IA. Tu vois, j'étais de garde cette nuit, j'ai travaillé avec, 4 algorithmes d'IA pendant la nuit pour détecter des embolies pulmonaires, des hémorragies intracrâniennes, des fractures de côte et des fractures du rachis cervical. Et j'ai eu pendant la garde, des faux positifs de l'IA. Donc il a vu des choses qui n'existaient pas en fait. Donc tout algorithme répond à une question simple, et tout algorithme a des performances, c'est-à-dire une sensibilité, une spécificité, des faux positifs, des faux négatifs, et on doit apprendre et étudier scientifiquement. Nous, on l'a fait avec, Imadis justement, pour comprendre où se situe la performance de l'algo par rapport aux performances de l'être humain. Par exemple, pour l'embolie pulmonaire, on a pu montrer que, il est un petit peu plus sensible que le radiologue, ce qui est hyper intéressant parce que moi, forcément, en tant qu'humain, à 3 heures du matin, je perds un peu de sensibilité. C'est normal. Par contre, il fait beaucoup de faux positifs et donc il va m'alerter parfois sur des choses, et moi je vais dire: «Non, non, mais en fait là tu as un faux positif, il y a pas d'embolie pulmonaire», et on le «corrige» entre guillemets, ce qui fait qu'il d'ailleurs il continue à apprendre. Et d'ailleurs avec le nouvel, acte européen sur l'IA, les fabricants les producteurs d'algo vont être obligés de produire et de publier en toute transparence les performances de chacun de leurs algorithmes, pour que le radiologue soit en toute conscience des performances positives et négatives de chaque algorithme qu'il utilise. Un dossier, ça se lit entre les lignes, ça se lit en transparence, ça se lit à l'envers. Sur les dernières publications, maintenant qui sont plus, centrées avec Imadis, on a pas mal de publications, bien sûr, qui traitent d'IA, et là aussi, on s'impose des méthodologies de recherche extrêmement rigoureuses, puis des partenariats aussi avec des sociétés d'IA qui sont intéressées par le fait qu'on évalue dans des conditions de vie réelles leurs algorithmes qui ont été validés sur ce qu'on appelle des datasets, des jeux de données, entre guillemets, qui sont extraits de la vie réelle. Nous, on les évalue en conditions de garde, en conditions réelles. Alors, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, vos publications, elles-mêmes sont impactées par l'IA. C'est-à-dire, vous allez parler de l'IA dans vos publications. Vous allez utiliser l'IA pour écrire vos publications ou pas? Alors ça se fait de plus en plus. D'ailleurs les grandes revues maintenant, te demandent de leur dire en toute transparence si tu as utilisé l'IA pour écrire l'article. Alors moi je suis encore, moi j'ai 49 ans, donc je suis un peu old school encore, donc je le fais pas pour tout. Mais non, c'est pas une question d'être vieux, c'est juste que on a une autre vie là. Je le fais parfois pour, affiner certaines traductions anglophones, par exemple. Moi, je suis pas un anglais natif et j'ai toujours la peur quand j'écris en première ligne en anglais de faire des faux sens ou des contresens, ce qui, à mon avis, est un risque. Donc je préfère toujours souvent écrire encore en français en premier pour être sûr que je contrôle le fond, et puis ensuite on avait des boîtes de traduction qui nous aidaient, avec des êtres humains, hein, qui traduisaient au départ. Probablement qu'effectivement ça va changer. Et souvent, parfois, selon le style de la revue, est-ce que c'est une revue anglaise, une revue américaine, on va lui demander des petits ajustements de style, par exemple, de phrases, de choses comme ça. Moi, aujourd'hui, mon usage, il se limite à ça, parce que c'est ma façon de faire, probablement un peu old school. En tout cas, quand on le fait, on le déclare dans la soumission à la revue qu'on a effectivement, fait relire le manuscrit, entre guillemets, par une IA pour, des questions de style, par exemple. L'autre aspect de l'intelligence artificielle dans la médecine, c'est l'accès au nombre de publications. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as envie d'écrire un papier, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour aller, si tu veux, couvrir
le champ existant des autres publications? Alors ça, pour le coup, je le fais et j'ai voulu le tester d'ailleurs pour faire ce qu'on appelle de la bibliographie. Nous, on a une base de données bibliographique qui s'appelle PubMed, qui est la base la plus référencée. Et j'ai testé des outils d'IA génératifs pour faire de la biblio. Et en fait, je me suis heurté rapidement à devoir tout double-checker parce que l'IA générative, elle n'invente rien. Donc, les gens pensaient au départ que l'IA créait des fausses publications. Mais en fait, l'IA, elle te trouve des références qui n'existent pas dans PubMed et qui sont fausses tout simplement parce que certains auteurs les ont mis dans leurs articles. Donc, en fait, ça oblige à faire à ouvrir à la fois ton IA et PubMed à côté pour vérifier chacune des références. La dernière biblio que j'ai faite, j'avais quasiment 15% de références qui n'existaient pas, en fait. Donc, c'est un outil à qui il faut pas faire confiance pour tout, comme pour les diagnostics, comme pour la bibliographie. Mais ces 15 références qui n'existaient pas, elles avaient été citées quelque part. Il les a effectivement pas créées. Il les a trouvées dans certains articles que des personnes ont publiés et qui avaient, entre guillemets, créé des références pour, je ne sais pas quelle raison, étoffer leur bibliographie. Et on hérite, entre guillemets, de cela en lui demandant d'aller chercher partout. Il cherche des choses que lui, s'il les recoupe 2, 3, 4 fois, il va dire: «OK, celle-là, je te la mets, je la retrouve dans plusieurs trucs». Mais en fait, quand on va chercher dans PubMed, elle n'existe pas. Quand on va chercher dans le site de la revue qui est citée, parce qu'il y a la revue, il y a l'année, il y a le mois, il y a les pages, tout est précisé. Et quand on va chercher dans le site de la revue ce numéro de biblio, ces pages, c'est pas le même article. Donc lui-même ne sait pas encore déceler quand les gens Non. bullshit. Exactement. Donc du coup, il faut encore l'œil avisé du médecin. Si tant est qu'on arrive nous-mêmes aussi humains à détecter tous les bullshit. Alors ça c'est une autre question. Et en RH, je peux te dire que c'est assez compliqué. Du coup, c'est ça. La phrase favorite du podcast de ta sœur, c'est: mais tout le monde pipote sur son CV. On s'est dit. Sur son CV. Donc, bien sûr. Donc là, non, on espère que tout le monde ne pipote pas sur les publications médicales, mais du coup, c'est intéressant de savoir aussi que voilà, il y a des erreurs ou de l'exagération et que l'intelligence artificielle les reproduit. Toujours avoir un œil critique. Et donc ça, c'est un des risques, effectivement, c'est de reproduire dans les publications les erreurs des autres. Est-ce que tu vois, toi, sur le terrain, les risques concrets liés à l'usage de l'intelligence artificielle en radiologie et notamment, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce faux positif pour que on explique, parce que le faux positif en data science, c'est hyper important. Enfin, quand on crée des algorithmes, c'est vraiment la base. Le faux positif, c'est l'IA a identifié quelque chose d'anormal. Par exemple, il pense que sur une image, il y a un petit thrombus dans un petit vaisseau, une embolie pulmonaire. Et puis, en fait, cette petite image était le plus souvent un artefact parce que le patient a un peu bougé au moment de l'acquisition, l'injection de produits de contraste n'était pas optimale, il y a ce qu'on appelle des volumes partiels sur cette structure. J'en ai eu cette garde, en fait, il y avait une bifurcation vasculaire qui créait un effet de volume partiel avec une image qui était en fait à cheval sur la paroi. Et moi, je pensais qu'il n'y avait pas de P. J'avais un collègue à côté de moi pendant la garde. Sans lui dire, je lui ai demandé son avis. C'est souvent ça qu'on fait. On se met à plusieurs pour donner un avis consensuel. Et on n'a pas retenu le vrai positif. Donc, on l'a étiqueté en faux positif de l'IA. Comment tu penses que les futurs radiologues vont intégrer cette formation à l'IA est-ce que ça se passe déjà? Est-ce que vous êtes en avance sur l'éducation nationale, entre guillemets, et que les radiologues sont déjà tout de suite dans leur formation En tout cas, le Collège des enseignants de radio français, qui est vraiment l'instance qui gère la formation des internes, notamment sous l'initiative de son président précédent, qui était Jean-Paul Bérégy, a d'abord imposé des heures sur la formation à l'IA pendant le cursus d'interne de radio. Et puis, je dirais, a créé ce dogme qui est pour 1 heure de cours sur l'IA, 1 heure de cours sur la formation à la relation patient. C'est-à-dire que on va pas déplacer le centre de gravité. Et l'IA, c'est un outil que les jeunes embrassent, comme on dit, qui est devenu une partie de leur routine. C'est déjà ma routine et moi j'ai 49 ans, donc pour eux, ça l'est encore plus. Mais c'est un outil qui nous facilite, qui nous accélère, qui nous stimule aussi, mais et surtout, on espère qu'il va nous redonner du temps
avec le patient. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est important parce que, comme tu le disais au début, aujourd'hui, si je caricature, à part l'otite et le rhume, il n'y a plus beaucoup de diagnostics qui se font sans IA. Le rôle du radiologue, c'est aussi d'être le médiateur du compte rendu qu'il va produire et de la façon dont et le correspondant qui a demandé l'examen et le patient sont capables de le comprendre. Et donc, je crois qu'il faut prendre ça comme une opportunité de retrouver du temps qu'on avait perdu probablement avec d'activités qui est très importante, avec des débits qui sont très importants. On avait probablement perdu un peu de contact avec le patient et l'arrivée de l'IA dans notre métier va nous en redonner et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Le temps gagné, c'est un vrai sujet, effectivement. Tout le monde gagne du temps en termes de productivité. Chez vous, concrètement, le temps gagné, c'est du temps en amont sur le diagnostic, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un troisième avis de radiologie, mais un peu plus rapide. Ouais, exactement. En fait, c'est alors nous, dans notre organisation à Imadis, on a une organisation qui est presque paramilitaire pour la garde et en fait, on a même montré que nous, dans notre organisation très spécifique, l'IA ne nous fait pas vraiment gagner de temps. Mais c'est pas très grave, c'est pas notre objet. Par contre, ça nous donne de la confiance et en fait, c'est un espèce de c'est comme si on avait un auditeur permanent au-dessus de nous, qui nous surveillait. Alors la culture de l'audit en médecine, elle est pas encore, admise de manière je dirais trop importante. Elle va l'être de plus en plus et c'est exactement ça. C'est un comme un espèce d'interne survitaminé, qui va être hyper enthousiaste, qui va vouloir détecter plein de choses, quitte à faire un peu trop de faux positifs et puis qui, est à la même forme qu'on soit à 8 heures du matin, 18 heures, 23 heures, 4 heures du matin, il est toujours là, toujours constant, il bouge pas et il te donne de la confiance et dans un article qu'on a publié récemment, on a montré que si on gagnait pas de temps, par contre, on gagnait beaucoup en confiance ressentie par le radiologue et ça, pour nous, c'est vraiment un enjeu clé. Ah, et ça, c'est génial. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce que tu dis. Ça nous donne de la confiance. C'est-à-dire, c'est une béquille, finalement. Enfin, toi, tu dis c'est un super interne. C'est un super interne sous champignon qui vient vous stimuler, en fait, et vous dire, attendez, on n'a pas fini. On n'a pas fini de regarder. On n'a pas fini. Regardez encore, regardez encore. C'est ça, en fait. Exactement. Et donc, il y a ça, il y a sur le diagnostic et puis il y a sur le compte-rendu, j'imagine que vous gagnez du temps. Là, c'est du vrai temps. Alors, je vais même revenir en amont, puisqu'on commence à avoir des outils qui vont pouvoir nous permettre aussi de faire du triage en amont. Par exemple, on peut imaginer que j'ai un algorithme qui tourne sur la détection d'hémorragie cérébrale. Eh bien, par exemple, dans ma salle d'attente, on pourrait imaginer que les patients dont le dossier n'a pas été encore ouvert par un radiologue, parce qu'on va mettre parfois 10, 12, 15 minutes pour ouvrir un dossier en fonction de la salle d'attente, ce qui est plutôt rapide, hein, globalement. Mais si l'algo a tourné et a détecté une hémorragie intracrânienne, il pourra monter ce patient-là en priorité à interpréter en premier. Donc là, on gagne énormément en flux de travail et en pertinence en termes de gravité. C'est-à-dire que ça paraît très logique de traiter en premier des patients pour lesquels l'IA a détecté une lésion, surtout une hémorragie cérébrale, par exemple. La pertinence sur le diagnostic, là, on a le droit à une petite marge d'erreur. Si, par exemple, il vous donne un patient en priorité. Ouais, c'est pas grave si c'est un faux positif. Au moins, on a visualisé et identifié ce faux positif, mais il a une sensibilité suffisamment importante, 90%, 92%, pour que s'il dit que c'est positif, bah, j'aille vérifier en priorité. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Et puis sur le compte rendu dont tu parlais, on a aussi des outils, effectivement, qui sont en train d'arriver. C'est très concurrentiel en ce moment. On a beaucoup de sociétés qui se mettent là-dessus, sur les comptes rendus automatisés à base de LLM, etc. Et ça, c'est à la fois très intéressant et à la fois, je dirais, pour moi, ça touche aussi un peu la limite, c'est-à-dire que les algos de détection d'images, c'est des algorithmes ultra spécialisés. Là, on vient dans l'algo un peu général. Et là, il y a une vraie notion d'éthique dont tu parlais. Et j'ai lu ce week-end un article de Luc Julia, dont le nouveau livre vient de sortir, et qui alerte sur ces grands modèles d'IA générative, notamment sur leur consommation énergétique. Et aujourd'hui, il y a tout un pan de la radiologie qui veut faire de la radiologie verte, avec du recyclage de produits de contraste, etc. Mais je pense que si on veut que la radiologie soit verte, à un moment donné, on va pas pouvoir faire l'économie de notre réflexion sur l'usage des LLM et des grandes IA génératives très généralistes, parce que là, on est en train de cramer la planète quand même. Vous respectez plus vos chiottes que la planète!
Mais du coup, si déjà vous arrivez à compenser d'un côté, tu vois, il va y avoir un espèce d'équilibre. Alors, on ne sera pas à carbone zéro, mais par contre, si vous réduisez d'un côté, notamment les radios, hein, le matériel radio et les produits de contraste, effectivement, et que bah, du coup, vous consommez un peu de LLM, notamment pour augmenter la véracité des diagnostics. Bon, on peut dire que l'impact sur la santé et les diagnostics, c'est aussi un impact sur l'environnement, puisque plus vite les maladies sont détectées, moins elles sont. C'est aussi c'est très soigner un malade. Enfin, on parle de cancer, etc. Le nombre de produits de matériel plastique, etc. Utilisés pour les chimiothérapies, par exemple, c'est énorme. Tout ça, il faudrait regarder globalement l'impact de la santé sur le. Et c'est très dur Ouais. d'avoir cette évaluation globale. En tout cas, je pense qu'il faut que la communauté radiologique, et la connaissant, elle est en train de s'en saisir, parce que c'était un des sujets du dernier grand congrès de radiologie de Paris, qui est chaque année au mois d'octobre, c'est un peu la grande messe annuelle. Beaucoup de sessions sur la radiologie verte, donc je crois que la communauté est en train vraiment de se saisir de ce problème-là. Alors, si on revient au compte rendu et au LLM, et puis je vais refaire un lien avec la relation patient. En entreprise, nous, les LLM, moi, je les recommande beaucoup aux managers pour créer une relation plus empathique quand on n'a pas le temps, quand on est moins empathique. Est-ce que tu as l'impression que ça va vous aider sur ce sujet-là, notamment à expliquer des sujets difficiles? Vous allez l'utiliser en disant explique à mon patient que il a une maladie grave. Alors, je suis je suis embêté sur ce sujet-là parce que j'ai envie de dire un gros oui et un gros non. C'est-à-dire que le gros oui, c'est il n'y a pas de raison que ça ne nous aide pas. Et effectivement, on a une formation qui est peut-être très technique, peut-être trop technique. Et il faut faire, quand on va voir les patients, moi, après toutes les échos, les IRM que je fais, je vais voir les patients et je leur explique et je fais cet effort où je dois faire en sorte qu'à la fin, ils aient compris la chose importante de ce qui s'est passé pendant l'examen. Donc, on voit effectivement, il y a des boîtes qui proposent des IA qui vont proposer une version vulgarisée de la conclusion du compte rendu. Donc, c'est très intéressant de creuser ce sujet-là. Et à la fois, je me dis, si on fait ça, ben finalement, c'est la fin de notre métier de médecin, pour le coup, parce que c'est mon métier de médecin, c'est mon métier de radiologue, que de faire en sorte que le compte rendu et la conclusion que je fais, elle soit compréhensible à la fois par le médecin qui a demandé l'examen et par le patient. Et c'est comme ça que j'ai été, entre guillemets, élevé et que mes maîtres m'ont appris mon métier. Il faudrait surtout pas que ça fasse l'économie de la formation, parce qu'on va se dire, bah, de toute façon, il y a un LLM qui va nous faire des versions vulgarisées que le patient pourra comprendre. Du coup, j'ai plus à m'occuper de voir comment je vais approcher le patient. Et c'est pour ça que le CERF avait travaillé sur ce dogme: 1 heure de formation à l'IA, 1 heure de formation à la relation patient. Si on perd ça, pour le coup, je pense qu'on perd une grosse partie du sel de notre métier. En tout cas, moi, c'est pas la façon dont j'ai envie de le faire. Et si tu imagines le métier de radiologue demain, le radiologue qui rentre sur le marché du travail maintenant, qui a 20 ans de moins que toi, comment tu vois son métier dans... Alors, avant, on disait dans 10 ans. Maintenant, j'ai envie de te dire dans 2 ans. Ouais, exactement. C'est une belle question. Je le vois très différent sur la forme et j'espère pas trop différent sur le fond. C'est-à-dire un arsenal d'outils dont j'ai pas bénéficié quand j'étais jeune et que j'aurais adoré bénéficier. Moi, je rêverais de commencer mon internat en radio aujourd'hui. Je kifferais complètement et je dis aux jeunes que je vois, mais quelle chance vous avez d'arriver à ce moment-là. Et à la fois, je leur dirais vraiment, vous allez être c'est vous qui allez créer la génération de radiologues que vous allez être, et je les supplierai de prendre cette opportunité pour aller voir pour voir de plus en plus, encore et encore, leurs patients, pour parler avec eux. Il y avait un des premiers, je sais plus quel illustre ancêtre médecin qui disait parlez à vos patients, ils vous donneront le diagnostic, quoi. Et en fait, effectivement, on ne traite pas une image. Un diagnostic ne se résume pas à une image identifiée comme normale ou anormale. La normalité, entre guillemets, c'est quelque chose
en 2 mots ou apostrophe, c'est quelque chose qui dépasse de loin l'image, et moi je fais de l'échographie beaucoup, c'est probablement mon biais de pratique où je suis vraiment à côté de mon patient et j'ai souvent les réponses aux hypothèses diagnostiques que je fais en faisant mon écho en temps réel. Je vais les avoir parce que je discute avec lui en même temps et qu'il répond à mes questions et que c'est ces réponses qui va me donner la solution finale pour dire à quoi j'attribue les images anormales que je vois. Donc, embrassez ces outils, mais ne quittez pas vos patients et ce métier-là comme ça, il sera encore plus fantastique. Je suis pas un bon patient, c'est ça? Et alors, tu penses qu'ils vont être encore plus experts de l'image, c'est-à-dire que si on imagine se reproduire pendant leur formation, ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont un auditeur, ils ont une épée de Damoclès qui leur dit regarde encore en permanence, c'est-à-dire que eux finalement, si on applique cette notion, ils vont être encore plus experts de l'image. Alors je sais pas parce moi je suis capable de dire entre guillemets que c'est un faux positif de l'IA parce qu'en fait, j'en ai bouffé des milliers de scans avant qu'il y ait l'IA et j'ai eu les retours de mes patients pour savoir si oui ou non c'était une embolie pulmonaire ou un truc donc on est compétent aussi pour juger l'IA et sa positivité ou négativité parce qu'on a une énorme pratique antérieure à ça. Donc il faut que ce soit une montée en compétences et il faut aussi qu'on réfléchisse au rôle pédagogique de l'IA. Parce qu'un biais, ça pourrait être que les progrès de l'IA permettent en fait aux gens de baisser un peu leurs compétences puisque de toute façon, elle va être rattrapée par l'IA. Mais on risque d'entrer dans un cercle vicieux pour le coup, alors qu'il faut qu'on crée un cercle vertueux où on monte tous en compétences. Donc il y a quand même un risque de 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 modifier la formation de manière trop importante pour que ça se désajuste vis-à-vis de l'IA. Donc le risque, il est plus comme pour tous les métiers, c'est de devenir un peu feignant, et Complètement, d'avoir, un réflexe IA avant d'avoir un oui. réflexe, connaissance, soi-même. La fainéantise, c'est un risque, qui est là pour tous les êtres humains, quel que soit leur métier, nationalité et cetera et effectivement, c'est le grand risque, tu as tout à fait raison. Et d'après toi, quelles compétences, humaines, du coup, vont rester, irremplaçables, même avec, les meilleurs algorithmes? Alors c'est rigolo parce que sous l'impulsion de Caro, moi j'ai fait un master de ressources humaines dans mon cursus, radiologique, parce que ça me questionnait beaucoup et puis effectivement, on n'a pas une formation en médecine qui est très centrée là-dessus. Donc peut-être que, il va falloir être en tout cas, il y a certainement des travaux à faire sur la collaboration interpersonnelle, ça c'est certain. Le radiologue, on est comme tous les médecins entre guillemets, on est prestataire des patients, mais nous, on va, répondre à une demande d'examen complémentaire, et il faut être celui qui est capable de dire au correspondant qui demande un scanner que, ben, le scanner là, il est justifié, pas justifié. Il y a des recommandations, de quel niveau et cetera. Donc il y a eu tendance un peu à être probablement d'une génération de radiologues un peu trop, parfois, agressifs parce qu'on est très sollicité, on a des demandes tout le temps. C'est parfois plus simple de faire un examen très rapide en scanner que, de passer, très longtemps à interroger un patient qui parle pas bien la langue ou je sais pas et cetera. Mais donc il faut avoir cette force de négociation et de discussion interpersonnelle. Ça je pense que c'est important. Il faut, comme tout médecin, il faut avoir une dose, très significative. Je crois même que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là d'empathie, mais l'empathie ça s'apprend pas. Ça me fait penser un peu à toute la vague qu'il y avait eu de formation médicale sur les simulateurs. Moi, j'avais écrit un papier là-dessus, sur les simulateurs d'échographie, notamment, il y avait toutes des publications sur les simulateurs d'échographie pour les échographies de grossesse et c'est potentiellement hyper bien, mais c'est vraiment le niveau 0 de la manipulation de la sonde parce que chaque ventre de chaque femme enceinte est différent en épaisseur, en échogénicité. Chaque fœtus dans le ventre de leur mère, il est différent, il bouge, dans un sens qui est dans l'autre et cetera. Et puis tu dois faire en temps réel aussi la gestion de la maman qui est inquiète, qui voit que tu fronces les yeux, voilà et donc l'échographie peut de manière très basique s'apprendre sur simulateur, mais c'est vraiment les 3 mouvements anatomiques. Tout le reste de l'échographie, ça s'apprend avec des patients, avec des mentors,
avec des bouquins, parce qu'il faut des gammes diagnostiques aussi. Et donc, ça aussi, c'est, je dirais, la relation patient. Il faut qu'on trouve les outils pour qu'on progresse aussi là-dedans, ça c'est certain. Et puis, je voulais juste citer un mot que j'aime bien, parce que c'est un mot des RH. J'avais bossé avec une chercheuse en RH qui s'appelle Fabienne Pérez, qui a fait sa thèse de science sur la façon dont les radiologues s'approprient l'IA. Je pourrais te passer d'ailleurs son travail, je pense que ça va te passionner. Et elle a beaucoup travaillé sur les théories du job crafting. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire, il y a des injonctions, il y a une espèce de pression sociétale, industrie, et cetera. Et le radiologue, il fait son job crafting au milieu de ça. Bah, il essaye de s'adapter, trouver les choses qui lui conviennent le mieux dans son environnement. Et j'aime bien cette approche-là du job crafting, en disant: «Bah, je me débrouille un petit peu avec toutes ces injonctions parfois contradictoires, en sachant que notre fil conducteur, c'est le patient». On a parlé un peu en intro de ta thèse en éthique. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur ce qu'il faut vraiment encadrer aujourd'hui pour un développement responsable de l'IA médicale, et puis si tu peux nous parler un peu de la gestion des données patients? Ouais. Alors ma thèse d'éthique pour le coup, moi, elle portait sur le diagnostic prénatal et les annonces d'interruption, médicale de grossesse, des choses comme ça, donc elle était pas du tout sur le sujet de l'IA. Pour moi, les 2 enjeux principaux, c'est, on va dire 3. Celui de la responsabilité. C'est le médecin à la fin qui est responsable. A priori, ça va rester comme ça. Là, je suis en train d'écrire un article avec un avocat sur qu'est-ce qui se passe quand l'IA se trompe? Qui est responsable? Est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est la boîte qui fait l'IA? Aujourd'hui, c'est le médecin et je crois qu'il faut que ça reste comme ça. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de transparence, et c'est ce qui sous-tend, on sent un peu l'acte européen sur l'IA, c'est-à-dire, il va falloir que et les médecins et les patients soient informés et «consentent» entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, à avoir des outils d'IA qui utilisent leurs données et qui participent à leur diagnostic et qui ont des faux positifs, des faux négatifs, et cetera, et cetera. Donc ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'on va pas pouvoir faire l'économie de ça. Et le troisième enjeu éthique pour moi, c'est l'enjeu environnemental qui est, encore une fois, à mon avis, un des je sais pas si c'est enfin, j'ai du mal à faire de la hiérarchie entre les 3. Les trois sont ultra, ultra importants. Pour créer de l'IA, il nous faut des datas, et en parallèle, il faut qu'on respecte les données patients. Donc, c'est quoi l'équilibre, à ton avis, le bon équilibre à donner pour pouvoir progresser, hein, se projeter dans le futur, et puis faire progresser la médecine, parce qu'on ne fait pas progresser la médecine si on n'a pas de case study. Et pour autant, il faut qu'on respecte les données des Bah, je patients. crois que ça rejoint le point 2 qui est la transparence et le consentement des patients. C'est ce qu'on s'impose, moi, dans mes différents cadres de travail. Par exemple, dans mon cabinet d'échographie, on a mis en place, d'abord un DPO, donc le Data Protection Officer, donc en l'occurrence, c'est sur moi que c'est tombé. Heu, des discussions avec la CNIL et puis des consentements et des informations aux patients. C'est-à-dire que nos patientes qui viennent pour des échographies, de grossesse, de pédiatrie, on leur demande de signer ou de pas signer, mais en tout cas, on demande leur avis sur le fait qu'on puisse utiliser leurs images, à des fins d'enseignement, de recherche, de publication et potentiellement de développement d'algo. Et donc, on tient à jour un fichier, des patients qui ne le souhaitent pas, et on est, dans l'obligation de pouvoir, «prouver» entre guillemets qu'on a ces fichiers-là. Les patientes sont en obligation de pouvoir accéder à notre site, aux différentes, recherches en cours, et à pouvoir s'opposer ponctuellement et de dire: «Bah, sur ce projet-là, par contre, je veux pas». Voilà. Donc là, ça va être, alors c'est le risque, c'est le côté un peu usine à gaz, française. Mais encore une fois, il y a des risques effectivement d'utilisation de données sans consentement. Il y a des risques de revente de données. J'en connais pas. On essaie de se protéger beaucoup et de protéger aussi beaucoup nos patients vis-à-vis de ça. Mais il y a clairement un risque que des gros industriels, cherchent à racheter des volumes de données très importants, en imagerie en particulier, pour être capable de faire tourner leurs algos. Il faut que les normes européennes nous donnent les moyens d'encadrer ça.
Et ça, pour l'instant, la déclinaison opérationnelle, on la connaît pas encore. Dernière petite question sur ce sujet-là, mais il y a les États-Unis versus l'Europe. Aujourd'hui, les données, on sait qu'elles circulent. Est-ce que toi, tu recommanderais ou t'es partisan, on va dire, d'une intelligence artificielle européenne ou française pour conserver à la fois nos données, mais surtout nos méthodes de travail qui sont pas les mêmes, et notamment dans la relation patient? Oui, oui, moi je suis totalement d'accord et aligné avec ça. Et puis on se rend compte que c'est en train de devenir un enjeu géopolitique en fait, hein, majeur. Donc il faut absolument protéger, et c'est pour ça que l'Europe doit nous donner ce cadre-là. Il y aura pas toutes les solutions, mais et sans tomber dans un espèce de protectionnisme complètement, je dirais à l'inverse excessif. Mais il faut qu'on se protège sur le plan stratégique et finalement aussi géopolitique, hein. On l'a vu, moi ça m'a frappé quand à un moment donné Trump a dit bon je vais déconnecter toutes les Starlink qui sont en Ukraine. Donc en fait la tech est devenue un outil géopolitique absolument majeur, et on peut pas épargner cette réflexion-là pour nous aussi, hein. Les données de santé, les données scannographiques, les données, on peut faire de la prévention, on peut faire de la détection primaire, on peut faire de la prédiction sur certaines données d'imagerie. C'est absolument majeur, hein. Ouais, et puis on a beaucoup parlé dans un autre épisode des biais culturels. Là, en médecine, j'imagine qu'il y en a aussi, même si la médecine internationalisée et que les publications, vous les échangez à travers le monde, mais il y a des façons de voir la médecine ou de traiter les patients qui sont différentes. Et puis les patients, pardon, ont une vision aussi très différente de ça. Moi, je donne toujours l'exemple pour cette différence culturelle parce que je l'ai pas ressenti tant que j'ai pas eu cette interaction avec cette patiente-là. C'était une patiente, je crois éthiopienne, à qui je faisais une échographie de grossesse, et donc bien sûr, on a l'écran répétiteur pour qu'il puisse voir, et cetera. Et puis dès que j'ai commencé, elle a fait: «Ouais, non, 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 éteignez-moi ça». Et je dis: «Mais pourquoi?» Elle me dit: «Mais c'est par définition, ce qui est dans mon ventre, c'est ce que la nature maintient caché, donc j'ai pas à le voir». Là, j'ai dit: «Oh ouais, effectivement, on n'est pas dans on n'a pas la même approche aujourd'hui». L'écho du premier trimestre, elle est sur Facebook quand les gens sortent de l'écho, Oui. et donc il faut respecter ça absolument. Et donc moi, je sais que souvent je dis aux patients: «Il y a l'écran de rappel ici, mais si vous voulez, je l'éteins». Mmh. Ce que je faisais probablement jamais avant. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que tu es quand même assez optimiste, à part sur le côté, effectivement éthique, et géopolitique, j'entends bien. Mais tu es plutôt un optimiste de l'IA. Est-ce que, dans ta vie quotidienne, en dehors de ton métier, tu l'utilises aussi, et comment tu l'utilises? Alors ça me fait rigoler parce que mon associé et ami d'enfance a eu cette phrase un jour. Il m'a dit: «Ta plus grande qualité, c'est ton optimisme, et ton plus gros défaut, c'est ton optimisme». Et donc je pense que Oui. ça résume bien mon optimisme, effectivement. Alors dans le quotidien, j'avoue que j'ai plutôt tendance à me réfréner un peu. Après, je suis pas un contrôle geek, donc je suis pas du genre à voir les applis qui font mes stats de performance. Alors moi, je cours pas, mais je nage. Je vois des gars qui ont les montres, les machins, qui se monitorent leurs trucs, et cetera. Donc je dirais qu'au quotidien, finalement, moi, c'est plus les trajets, les Waze, les Google Drive, enfin je sais plus comment on appelle ça, les Google Maps et les trucs. C'est plus ça où j'espère qu'il va effectivement me détecter en temps réel avec son IA le trajet le plus rapide. Alors pas dans Marseille, parce que Marseille, je connais bien, donc j'ai mes petits trajets à moi, et je sais que généralement d'ailleurs quand il me propose un truc, je fais exprès et je prends un autre trajet parce que je pense qu'il sera plus court, et je vois si j'arrive avant l'heure qu'il m'avait dit, et j'ai toujours mon petit plaisir en disant: comme quoi mes petits raccourcis humains, ils sont mieux». Un petit peu compétiteur aussi, optimiste et compétiteur dans l'âme, donc. Ouais, un petit peu. Non, mais surtout Marseille, enfin moi j'ai déjà mis Waze, Marseille, et Waze, c'est pas possible. C'est ça. Les rues ne sont pas adaptées à la taille de ta Ouais. voiture, si tu veux. Waze n'a pas considéré, Il y a toujours un mec qui décharge sans autorisation au milieu d'une rue qui est bloquée. Enfin bon, bref. c'est ça. Très jolie ville, mais n'utilisez pas Waze. Baladez-vous à pied, Ça peut être compliqué à Marseille. ça c'est sûr. Est-ce que tu aurais un tout petit conseil à un jeune radiologue? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Je lui dirais embrasse l'IA et garde
garde une lecture critique et essaie de trouver le bullshit là-dedans et ce qui est pas du bullshit. Et pour ça, il y a un truc assez simple. Moi, c'est les publications scientifiques. Hein. Je suis un peu monomaniaque là-dessus, mais je crois que c'est important. Alors, il faut faire attention. Il y a des revues qu'on appelle des revues prédatrices qui sont mal reviewées. Le reviewing est un problème majeur parce qu'il n'est pas valorisé. Les gens font ça gratuitement. Ça prend un temps fou pour le faire bien. Mais il y a des revues qui sont encadrées, qui sont comment dire, avec des garanties de qualité du reviewing et des données d'IA publiées dans des grandes revues, ça reste quand même des choses qui sont plus fiables que des posts LinkedIn sans publication vraiment authentifiée. Eh ben, écoute, super. Un dernier mot, mais très vite, c'est quel est le métier que tu penses va disparaître là en 2026? J'ai pas vu venir celle-là. On a parlé des traducteurs tout à l'heure. Si je te, Ouais, je mais te, même je en te fait, mets je sais, j'étais en train de penser à ça, mais même la traducteur, par exemple, la langue anglaise, c'est une langue qui est tellement pleine de nuances c'est une langue que j'adore et qui est tellement pleine de nuances. Alors, peut-être la langue parlée un peu plus que la langue écrite, mais moi, je sais pas. Je suis tellement optimiste que j'ai envie de dire qu'il y a aucun métier qui va disparaître. Pour aller un peu à contre-courant, j'aime bien ça, donc je vais dire ça. avec carrément un contre-courant. Exactement. Mais moi aussi j'aime bien et j'aime surtout cet optimisme. Écoute, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. Merci à toi, Guillaume. c'était très agréable. Merci pour ton engagement. Hein. C'est vraiment, on a l'impression que tu es à la croisée de recherche, pratique clinique, réflexion éthique. Ça fait vraiment du bien. C'est très stimulant. Ouais, c'est très stimulant, j'imagine. Merci à toi. Et tiens-moi au courant si je bats ma sœur en nombre de vues. Ouais, alors, avec plaisir, avec plaisir. De cet épisode incroyable avec Guillaume Goricourt, retenez 3 choses. 1. L'IA ne remplace pas le radiologue, elle l'assiste. Elle détecte certaines anomalies mais ne comprend pas le contexte clinique. 2. Le vrai bénéfice n'est pas forcément un gain de temps, mais un gain de confiance pour sécuriser les diagnostics. Et 3. L'enjeu majeur reste humain, former des radiologues augmentés sans renoncer à la relation patient ni à l'éthique médicale. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Et si vous êtes curieux de l'IA, de ses effets, bons ou flippants sur nos jobs et sur nos vies, abonnez-vous, laissez-nous une note et un petit commentaire sympa. C'est le carburant du podcast. Allez, en attendant que l'IA prenne notre job, travaillez bien.